Salut à tous, c'est Lucie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode de iTeaser en présence de Ariel. Bienvenue Ariel. Vous le savez tous, dans une banque, il y a des données sensibles qui sont les données des utilisateurs, donc nous, les données bancaires, les données personnelles. Et ces données, il faut les protéger. Donc évidemment, dans une banque, il faut qu'il y ait une équipe de personnes qui sont là 24 heures sur 24 pour surveiller qu'il n'y ait pas des attaques de type informatique. Et donc on reçoit aujourd'hui Ariel qui vient nous parler de son métier et de son expérience en tant qu'analyste forensique, puisqu'en effet il a travaillé pendant plus de 7 ans au sein d'une banque, dans une équipe dédiée à la sécurité informatique. Donc Ariel, je vais te donner la parole pour te présenter. Merci Lucie, je suis très heureux d'être l'invité aujourd'hui sur ton plateau. D'accord, moi c'est Ariel Amezotti, je viens du Togo, l'Afrique de l'Ouest, et je suis spécialiste forensique avec un background en développement d'applications. Je suis passionné par la technologie, tout ce qui est le développement, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est investigation. Tu as beaucoup d'expérience. Oh oui, numérique. Et aussi le management, tu vois. Donc, voilà. Ok, très bien. Donc, on va commencer directement par parler de ton expérience dans la banque dans laquelle tu travailles. Donc déjà, comment ça a commencé ? Est-ce que tu as commencé par un stage ou est-ce que tu as direct été embauché après tes études là-bas ? Et est-ce que tu te voyais aussi rester des années là-bas ? Tu sais, lorsque j'ai eu mon BTS, j'ai continué la licence au cours du soir. Donc, parallèlement, je faisais les stages en matinée. Et donc, ce qui fait que lorsque j'ai eu mon master en même temps, j'ai été embauché. Donc, ça me faisait en fait pas mal d'expérience avant de continuer ou bien d'avoir le CDI en question en 2017. Donc, j'ai eu mon master en 2016 et en début d'année 2017, j'ai eu mon CDI avec l'institution bancaire en question. Donc, tu travailles dans cette banque depuis plus de 7 ans. Est-ce que tu as commencé, donc tu as commencé au début en tant que stagiaire. Ensuite, tu as obtenu quel type de poste ? J'ai eu un CDI en gestion informatique, tout ce qui est la gestion du service informatique. Donc, j'assistais les utilisateurs, j'étais en interface avec les consultants. Et le déploiement des projets, par exemple, le déploiement des projets d'impression, d'imprimante. C'était du support en fait. Oui, c'était du support, mais au même moment, on s'assurait de la sécurité. Bien sûr. Oui, d'un premier niveau en fait. Mais c'est après cela, disons après 2 ans, que j'ai rejoint l'équipe forensique et l'équipe d'audit. Donc c'est un peu comme ça. Et tu es resté dans cette équipe jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, pendant 5 ans, tu es resté dans cette équipe. Exactement, c'est ça. Ok. Donc est-ce que tu peux nous détailler la chaîne de réponse aux incidents de la banque ? Oui, tu sais, dans une banque surtout, cette banque est très 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 structurée. Il y a beaucoup en fait d'organisation. L'organisation est parfaite. Ouais. Tu vois. Donc il y a une équipe SOC qui est là. Ok. Donc SOC qui veut dire Security Operations Center, l'équipe qui monitor, vérifie H24, tu sais. Ça c'est ceux qu'on voit derrière les écrans dans les films. Exactement. Et en fait c'est un peu le métier qui est surreprésenté dans les films parce que. C'est pas faux quand même. Ouais. Donc avec plus d'une dizaine de personnes. Et ensuite, l'équipe de réponse aux incidents. Ces équipes, lorsqu'il y a des incidents, l'équipe SOC fait l'escalade. L'équipe essaie de trouver une solution à l'incident. L'équipe SOC ou l'équipe CERT. CERT. Donc CERT qui veut dire, pardon, j'ai oublié. L'équipe de gestion des incidents. Gestion réponse aux incidents, Ça dépend, d'autres parlent de CERT, d'autres parlent de CERT. Et ils sont combien en CERT ? Au CERT, ils sont au nombre de 8. Donc on a 10 personnes qui vont surveiller le réseau. Plus de 10, disons pratiquement 15 personnes. Et ensuite 8 personnes qui vont donc répondre aux incidents s'il y en a. Oui, maintenant il y a maintenant l'équipe forensique aussi qui au départ... Dans laquelle tu fais partie. Exact, oui. Au départ il y a 4 personnes, mais là actuellement disons 2. Vous êtes 2 ? Oui, on a 2. Mais en plus de ça, il y a une équipe d'investigateurs aussi qui se donc trouve à part ? Oui. Je fais partie de l'équipe aussi. Ah d'accord, tu fais partie de 2 équipes. Exactement. Maintenant, puisqu'on a beaucoup de régions, la banque est implantée dans plus de 33 pays, donc c'est quand même lourd. Donc il y a des investigateurs régionaux en différentes régions qui peuvent assister aussi aux besoins. Donc nous intervenons pour apporter plus de lumière sur les incidents en fait. D'accord. Oui, et aider
à faire des corrections, puis des recommandations, et voilà. Et le groupe des investigateurs, eux, c'est pas le même métier que vous en forensique. Eux, ils font quoi concrètement? Ou non, c'est pas le même métier, mais l'équipe en fait peut se servir de ces équipes pour faire des interviews. Des interviews? Oui. Lorsqu'il y a un incident, par exemple, ou des interviews d'une personne? Oui. Si, par Comme exemple, la police, en fait. Exactement. Donc, c'est un peu comme des policiers en interne. Ok. Tu vois? Donc, si peut-être il y a des incidents et qu'il faut même peut-être collecter des données. D'accord. Ou, par exemple, je donne un exemple banal, un téléphone ou bien un ordinateur, fait la saisie d'un ordinateur, une clé d'accord. USB et tout. On peut se servir d'eux pour de relais, pour collecter ces informations. Mais alors, Oui. c'est une saisie, quand tu dis en interne, enfin, c'est une police interne plutôt, vous allez saisir ça auprès de n'importe qui que vous pensez coupable, et Exactement. vous avez un mandat pour ça? Oui, et en fait, pour tout, il faut le consentement, tu sais. On est dans un monde, même si quelqu'un fraude, la personne a des droits, tu vois. Ah oui. Donc, il faut le consentement de la personne. D'accord, donc si je résume, on a les SOC qui vont observer de manière continue le trafic et le réseau de la banque pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Exact. Ensuite, on a l'équipe de réponse à incident qui va, elle, répondre si jamais l'équipe SOC détecte un problème. Oui. Ensuite, il y a vous, le forensic, vous allez plus agir sur du matériel physique, mais aussi sur des fichiers, si vous obtenez des informations. Vous allez aider en fait l'équipe CERT. Oui, exactement. C'est ça en fait. On assiste l'équipe CERT pour corriger certaines choses ou bien comprendre certaines choses. Tu vois, l'équipe CERT, c'est une équipe compétente, mais le forensic intervient au niveau 3 si en fait ça dépasse en fait. Donc ça veut dire si l'équipe CERT, qui est donc l'équipe de réponse incident, il ne trouve pas la faille, enfin, il ne trouve pas comment le hacker a pénétré dans votre réseau, s'il ne trouve pas ça, c'est à vous de le faire? Oui, c'est à nous de le faire. Et on va toujours travailler en étroite collaboration tout de même. Avec l'équipe CERT de réponse aux incidents peut trouver les résultats, tu vois, mais nous aussi on peut intervenir pour encore aller plus en détail. D'accord, donc ça veut dire que si il trouve directement la manière dont l'attaquant s'est introduit dans votre réseau, vous n'allez pas intervenir? Pas forcément, mais on peut intervenir pour essayer de faire plus de... On parle du threat intelligence, c'est quoi? C'est les recherches sur les menaces. D'accord, donc, tu vois, on peut trouver une solution ou bien une réponse à un problème, mais c'est important de suivre ce problème-là pour pas voir que ça se reproduise, exactement. En fait. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple d'une fois où justement l'équipe CERT a su intervenir très rapidement et n'a pas eu besoin que vous collaboriez en tant que forensic analyst? Oui, plusieurs fois en fait. Tu sais, beaucoup de fois. Beaucoup de fois, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui télécharge un fichier malveillant en ligne. Ouais. Bon. Ils le font rapidement, quoi. Oui, l'équipe détecte et essaie d'identifier ou bien même carrément isoler même cette machine du réseau. Carrément même blacklister certaines adresses, certains fichiers. Tu sais, les fichiers, il y a des signatures sur des fichiers. Bon, et puis, nous, on est informé peut-être après, mais on prend ces cas-là toujours en étude. Parce qu'il y a un principe. Même s'il y a une résolution de problème, nous, notre principe, c'est d'étudier ce qui se passe de façon continue. C'est un peu comme un laboratoire. Tu vois, on a déjà une idée du paludisme, mais il y a des gens qui continuent par étudier. Trouver des variants. Exactement, des variants. Donc, c'est un peu comme le forensic aussi. C'est un lab, on a un labo, où même s'il y a une solution à apporter, nous étudions toujours les cas. En fait, même si votre structure et votre réseau il est déjà super sécurisé, il y aura toujours des gens qui vont trouver des failles. C'est sûr. Parce qu'en fait, tu sais, la faille n'est pas forcément en externe. Hein. Tu sais, l'employé en interne aussi peut aussi être une très grande menace. Est-ce que ça s'est déjà mal passé une fois, une attaque qui a vraiment, un attaquant qui a vraiment réussi son coup et qui a pu extorquer de l'argent? Tu sais, tu sais, c'est une question normale, hein, ce que tu dis. Même en France, on a beaucoup de banques qui ont subi des attaques. Donc, c'est clair. C'est clair, mais l'important, c'est de tirer des leçons et implémenter des mesures pour mieux protéger les clients, mieux protéger les infrastructures que nous avons et essayer d'être à jour en termes de correctifs. Oui. Ouais, sinon,
Parce que c'est vrai qu'en fait, dans votre métier, vous devez constamment apprendre de nouvelles choses, voir les dernières news, les dernières actualités sur les dernières failles pour être au courant et justement tenir à jour le système d'information de l'entreprise. Vous utilisez quel type de logiciel ou de site internet pour la veille informatique? Ben, tu sais, le groupe IB, par exemple, fournit des informations sur les menaces, pas mal de choses. Et tu sais, en interne aussi, nous utilisons beaucoup des outils Microsoft. Comme quoi? Tu vois, Microsoft a pas mal de panoplies. Hein. Tu vois, Azure. Azure, par exemple, tu vois. MDefender, le 365, tu vois. Donc, ça aide à avoir accès, en fait, sur tout ton environnement. Puisque Microsoft publie aussi des reviews. Exactement. D'accord. Et des CVE, tu vois. Oui. Donc, tout ça implémenté. Et donc, s'il y a une certaine vulnérabilité qui apparaît quelque part, ça compare et ça peut flaguer, en fait. Donc, ça fait que l'équipe SOC peut être à jour pour avoir des informations, même nous-mêmes. En fait, Microsoft vous aide. Oui, Microsoft aide. Il y a pas mal d'autres un peu confidentiels, mais Microsoft, comme Microsoft est populaire, bon, voilà. Ouais. En forensique, il y a beaucoup d'outils dont tu te sers, j'imagine, avec tous les jours. Donc, je voulais te demander lesquels sont tes préférés, lesquels tu utilises le plus. Et après, peut-être qu'on pourra faire une démonstration. Après, je pense que la liste ne sera pas exhaustive. Exactement. Il y a beaucoup d'outils en fonction de ce que tu veux faire. Si c'est une analyse de mémoire RAM, il y a des outils, une analyse de téléphone, il y a beaucoup d'outils. Par exemple, Celebrite. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le téléphone. Il y a tout sur le téléphone. Ouais. Donc, c'est pour traquer, en fait, les informations sur le téléphone. Ces possibilités ou récupérer les informations sur... Par exemple, admettons qu'il y a une fraude bancaire et peut-être la police a pu mettre la main sur le fraudeur et la police... son téléphone. Exactement. Donc, et maintenant, la police veut mettre à disposition de l'institution le téléphone parce que le procureur peut aider par rapport à cela. Oui, donc si on a accès au téléphone, on peut prendre l'information sur le téléphone, analyser et assister aussi la justice. Parce que les policiers peuvent le faire. Il y a cette équipe forensique au niveau de la police, cyberdéfense. Ils peuvent le faire, mais nous aussi, on peut faire pour apporter une analyse complémentaire. Et en fait, ce que je veux mettre en avant ici, c'est que c'est des outils qui sont complémentaires. On peut faire une revue avec Celebrite tout de suite et ne pas trouver la même chose avec SRY ou carrément faire une revue avec Celebrite et trouver des informations complémentaires avec PCI. Donc, c'est important de ne pas se contenter d'un seul. Exactement. C'est pour ça qu'il y a une panoplie. Donc, par exemple, Autopsy, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Autopsy. Tu vois, avec Autopsy, on peut faire des analyses, mais utiliser aussi Axiom. Oui, IEF, pour aussi faire la même chose. Donc, on peut avoir des informations avec Axiom. Et ils vont nous donner les mêmes choses de résultats. Base, mais peut-être des informations additionnelles. Moi-même, particulièrement, je préfère Axiom. Et alors, par curiosité, là, tu nous parles des outils que tu peux utiliser, donc toi en tant que forensique. Ceux qui sont dans l'équipe CERT, ils utilisent quel type d'outils? L'équipe CERT, là, je peux juste parler simplement de Sentinel. Il y a beaucoup d'outils, mais je ne vais pas donner beaucoup plus de détails. Mais il y a beaucoup d'outils. L'organisation est à jour, ça je t'assure. S'il y a un outil qui est sorti aujourd'hui ou bien une mise à jour qui est sortie, je suis certain que l'institution a déjà ça. L'institution investit énormément en termes de sécurité. Bien sûr. Donc Ariel a ramené son ordinateur pour nous montrer quelques-uns des logiciels qu'il utilise durant son travail, dont le logiciel FTK qui est open source et dont on a parlé précédemment, et aussi le logiciel que tu apprécies beaucoup, donc Axiom, et ainsi que John Reaper que tu vas nous montrer après. Exactement, Donc je te laisse nous montrer à quoi ça ressemble. D'accord. Donc déjà tu vois le FTK Imager. Donc à quoi ça sert exactement? C'est un logiciel qui fait quoi? Oui. En fait, le FTK Imager permet de faire l'acquisition des images. Donc, tu vois, notre clé USB. Là, on a branché une clé USB. Exact. On a branché une clé USB. Et qu'est-ce qu'il y a? Je ne souhaiterais pas agir directement sur la clé USB. Donc, avec cet outil, nous allons récupérer l'image
de la clé. L'image Donc, disque de la clé. Exactement, l'état de la clé. Et éviter que ça soit en écriture. Normalement, en fait, on peut utiliser un write blocker qui permet d'empêcher les écritures, en fait, sur la clé ou bien sur le disque dur. Donc, c'est ce qu'il y a. Donc, je prends l'image intégrale du disque que je peux manipuler après avec Axiom, avec Uncase, avec Autopsy, pas mal d'outils. Donc là, FTK va juste permettre de récupérer l'image disque de la clé de manière certaine. Oui, sans laisser de traces sur la clé. Ok. Donc du coup, moi ou nous, dans notre analyse, nous allons manipuler cette clé, mais en virtuel, et non la clé physique. C'est-à-dire, je manipule les informations de la clé sans pour autant altérer le contenu de la clé. Vous allez extirper les informations sur la clé, et quand vous allez faire certaines opérations, vous le ferez sur l'image disque de la clé, et non sur la clé. Et non sur la clé, exact. Et c'est très important, hein, tu sais, dans la préservation des évidences, c'est très important de prendre l'image et de laisser ensuite le device, comme la clé, quelque part. Et au cas où, si jamais il y a un problème, imaginons avec la justice, que vous pouviez montrer que vous avez juste fait des opérations sur les fichiers et que ça, c'est la preuve originale. Exact. Donc, tu vois, cette clé, par exemple, nous voyons le contenu de la clé. On peut exporter les fichiers ou bien carrément, on peut exporter, si je fais par exemple le export file, je peux mettre quelque part, ou qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire export disk image. Oui, ça c'est ce sur quoi vous allez travailler. Oui, donc je prends, j'ajoute, ça dépend, et puis je continue, next, je donne le nom du cas, peut-être je me dis, je dis Lucie 001 ou bien Lucie 007, et puis je mets les descriptions, par exemple, clé issue peut-être d'une fraude ou d'un vol. Ça va créer un fichier ou une archive ou... Oui, ça crée en fait un fichier par exemple sous un format lisible par un autre outil, et aussi un fichier TXT qui va donner les informations, la date à laquelle l'image a été prise. D'accord. Ah oui. Celui qui a créé l'image, c'est lui l'examiner. Le nom, etc. Le nom, les descriptions. C'est pour ça que c'est important de bien mettre les informations pour que tu puisses transmettre ça à tes collègues. Exact. Ou si ça devient une affaire judiciaire, ou qu'on puisse suivre l'historique. Donc, avec cet outil, on peut exporter l'événement de la clé. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme événement? Le nom du fichier, la date de création, la date de modification, la date d'accès, pas mal de choses. Donc, ça te permet de faire une meilleure analyse. D'accord. Et ça va créer un fichier Excel avec tout ça? Oui, avec tout ça. Tout le contenu, ça y est, le direct, tout ce qui est sur la clé, ça t'exporte en fait. Tu l'exportes en Excel et tu peux analyser. Peut-être on recherche un fichier, je dis n'importe quoi, s'il te plaît. On recherche un fichier, peut-être upload ou bien chargement de salaire. D'accord. Fichier chargement de salaire. Et je peux exporter grâce à FTK et puis venir mettre un mot-clé dans le fichier Excel, chargement, pour retrouver en fait l'événement sur le chargement du salaire. Donc ça me permet de rapidement trouver une information. D'accord. Ça c'est basic, ça c'est niveau 0 en fait. Ok, oui, non mais ça c'est au début quand tu attrapes l'information, j'ai compris. Oui, ça c'est très basique en fait. Alors juste une question rapidement, c'est quoi les fichiers avec un dollar devant? D'accord, bon en fait, tu sais, il y a des fichiers système. Il y a des fichiers système sur la clé qui peuvent donner des indices, des indices clés. Tu sais, il y a des fichiers même qui permettent de donner des informations sur comment la clé a été insérée, utilisée et tout ça. Quelles sont les opérations qu'on a effectuées? Exactement. Donc, tout tout ça est répertorié. Donc, on peut extraire ces fichiers pour analyser. Et il y a d'autres fichiers qui sont là pour indexer en fait. Tu sais, pour la recherche facile sur une clé ou bien sur un disque, il y a des fichiers quand même, système qui et ça, ces fichiers-là qu'on voit, donc $, par exemple, des fichiers qu'on ne peut pas lire simplement avec l'explorateur de fichiers Windows quand on ouvre la clé. Exactement. Mais en utilisant cet outil, on peut voir ces fichiers, comprendre, analyser, ainsi de suite, tu vois.
Maintenant que analysé. là, imaginons que là, tu as exporté l'image disque sur ton ordinateur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est là que Axiom rentre en compte? Exact. Axiom rentre en jeu. Tu vois, nous avons par exemple l'image. Donc ici, c'est une image d'un autre cas. Oui, un autre cas. Donc l'image, on a fait le processing dans Axiom. Et tu sais, les données que nous avons par exemple sur un disque, s'il y a un dossier qui contient des images, des vidéos, des audios, des mails, Ouais. parce qu'on peut sauvegarder son mail. N'importe quoi. Peut-être les mails sous format PST ou OST. Ce mail, tu peux pas lire en fait sans un outil Qui de permet mail, d'ouvrir comme Outlook par exemple. Ok. Tu vois. Mais avec ces outils, lorsqu'on charge du PST ou l'outil détecte le PST ou OST, ça te dit en même temps que c'est la catégorie de mail. Donc D'accord. ça te met les mails de la personne, tu peux lire sans exporter. Juste avec le ou bien logiciel que tu importer, ouais. utilises. Ouais. Exactement. Donc, tu as une idée aussi de la date à laquelle le système a été installé. Si c'est réinstallé, tu auras l'information. Si l'utilisateur a fait des navigations web, Ouais. tu peux voir son historique de Oui, navigation. l'historique. Ouais, c'est vraiment utile. Hein. Tu sais, quelqu'un qui, Tu par m'étonnes. exemple, fournit une information peut-être à l'externe, un journaliste. Tu sais, il y a des journalistes d'investigation, tu vois, qui peuvent être à l'afflux d'informations, savoir ce qui se passe en interne et tout. Donc, quelqu'un qui peut-être a transféré un email interne vers le public et maintenant, il y a un problème de fuite de données. Si on veut faire ces analyses, ce qui peut être intéressant, c'est la revue web, Ouais. les historiques. Retrouver. Retrouver, Si la voir personne si a envoyé le peut-être mail. oui, la personne a été sur le site, je ne sais pas, hein, de Figaro, Mhm. CNN, vérifier, essayer de lire, comprendre, et même le journaliste qui peut-être a publié l'information. Si on connaît le nom de ce journaliste, on peut mettre ce nom-là en keyword ici, sur le système de la personne, pour essayer de voir si, à un moment donné, cette personne a eu un lien avec Donc ce là, journaliste-là. sur Axiom, tu peux faire de la recherche de mots-clés Oui, on peut qui faire de va la chercher à recherche travers de mots-clés tous les types de fichiers. à travers tout ton fichier, tout ce qui est là. Donc là, on voit dans Artifact Categories Ouais. qu'il y a plein de catégories. Donc ça, c'est ce qui est présent sur l'image disque que tu avais récupérée. Exact. Donc on peut Donc, voir... en fonction, ça peut te donner plus. Ça dépend de ce qui est sur ton support, comme tu l'as bien dit. Ça peut te donner plus. Donc, si c'est qu'il n'y avait pas de fichier OST ou PST, par exemple, la catégorie email et calendar, on ne devrait pas avoir cette catégorie. D'accord. Ou bien, il y a la catégorie mais 0 élément. Ah, ok. Tu vois? Et là, par exemple, il y a écrit Operating System 486. C'est des fichiers système ou c'est Oui, il y a- 486 OS installés? Non, ça, c'est des fichiers système. Ok, Tu vois pas, tu parlais entre-temps des fichiers avec des dollars, tu Ouais. vois? d'accord. Là, je disais que c'est des fichiers système qui peuvent donner beaucoup d'informations. Mais j'ai jamais Tu vois vu de fichier système sur Windows ou Linux avec un dollar devant. C'est spécifique à la clé USB? Enfin, Pas forcément. à l'image que tu avais récupérée? Non. Il y en a peut-être, t'as pas remarqué. Ah ouais? Oui, il y en a. Ok. Donc, tu vois, ces fichiers-là nous donnent des informations. Donc là, juste à gauche, on voit All Evidence. Oui. Là, tu as accès, tu peux lire n'importe quel type de fichier que tu as récupéré depuis l'image disque. Ouais, le All Evidence, ça te donne une idée globale de toutes les évidences, les preuves sur ton Système de fichiers. Donc il y avait 23 000 Maintenant, fichiers. Même 23 000 en tout. Ouais. Maintenant, tout en bas, ça te catégorise ensuite. Au niveau des médias, par exemple, on a plus de 14 000 et quelques. Ouais. Donc, peut-être Des photos, 28 des vidéos, 14 000 et quelques photos. Tu vois. Au niveau du web, s'il y a des informations sur les activités web. Donc là, on peut voir carrément une activité internet. En fait. Exactement. Donc, on a été sur Google, on a été sur Microsoft, etc. tel dossier en ligne, doc. Et c'est des informations très, très, très importantes. J'aimerais juste te demander, Oui. est-ce que tu peux nous dire d'où proviennent ces fichiers? Parce que moi, je vois ça, j'avoue que ça me laisse perplexe. Oui, en fait, ça, par exemple, ça provient d'une analyse en labo, tu Donc vois. quelque chose que vous avez récupéré Oui, suite à un problème. exactement. Ou carrément, c'est des choses reconstituées par nous-mêmes D'accord, en guise de test. d'accord. Ouais. En test? Oui, Ah. en guise de test. Parce que tu sais, il faut des des scénarios. Ouais. Vous Si- vous entraînez en fait. Oui. Ok. Ou surtout s'il y a peut-être une nouvelle recrue, il va falloir quand même lui Pour l'entraîner à... entraîner sur des choses travailler et là-dessus. tout ça, ouais. Donc D'accord. tout dépend. Là, je voulais te parler de
d'une partie qui fait le build du timeline. Mhm. Au lieu d'aller... Ça, c'est un réglage de Axiom. Oui, un réglage d'Axiom qui te permet d'avoir un timeline de tout ce qui est sur le système récupéré, d'une date donnée à telle date. Modification de fichiers, etc. L'ajout, manipulation, suppression. Donc, avec ça, si peut-être on recherche une information, on a une idée de la tranche, de la date, la première date à la date, les dates. on filtre et on analyse. Si on dit c'est un fichier peut-être Python qui a été exécuté, qui a créé un malware, tu peux venir rechercher tout ce qui est lié au Python. Ici, tu peux déjà filtrer et maintenant essayer d'analyser le timeline. Surtout s'il y a un incident peut-être aujourd'hui. Tu regardes les dates. Oui, les dates. On peut retourner peut-être première semaine ou bien un mois avant. Essayer d'étudier le comportement de l'attaquant. Comment ça s'est produit, à la suite de quel événement tel incident s'est produit. Donc tu analyses, c'est parlant. Parce que tout de suite, si un fichier Python s'exécute, quelqu'un a exécuté quelque chose ou bien... sûr, oui. Donc tu essaies d'analyser le processus. Donc avec Axiom, tu peux facilement naviguer et avoir une idée de l'event. C'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec... tout nous présenter encore. Oui, mais Axiom. Tu vois, par exemple, ça, c'est les keywords. Ah ouais. Tu peux build ton keyword ici. Tu as une idée. Par exemple, si c'est un incident, malware, peut-être des fichiers PS, PowerShell, tu peux mettre. Bien sûr. Si les DNS, si tu as des informations sur certains adresses IP ou certains noms, tu peux mettre dans ton keyword. Donc, dès que tu prends l'image, tu essaies de lancer ce keyword-là qui va rechercher. Tu as des listes de mots-clés comme des payloads entiers que tu peux rentrer où il peut faire des recherches. Exact. Et tout ceci, avec l'expérience, on a certaines idées de comment les attaquants quand même... Oui. Ce qu'il faut chercher en fait. Ouais, pas forcément dans tous les cas, mais généralement oui. Parce que tu sais, les attaquants sont catégorisés, il y a des groupes. Chaque groupe d'attaquants a des moyens. Ouais. Tu vas voir quelqu'un qui attaque par le couteau, quelqu'un qui attaque par le fusil. Tu veux dire qu'il y a des entités gouvernementales, puis des hackers, des groupes de hackers solo, puis des gens dans leur coin, c'est ça? Oui, un peu comme ça, mais ce que je veux aussi dire mieux, c'est que chaque hacker a son mode d'opération. Donc, en fonction, tu essaies de build ton keyword, et puis si c'est le bon fichier, le bon système que tu as identifié, je suis sûr que ça va te ressortir beaucoup de choses, des pistes. Et c'est important d'utiliser aussi, d'extraire les logs. Les logs comme les logs système, les logs PowerShell, les logs applicatifs pour analyser. Donc en parlant, il y a un logiciel qui s'appelle, tu vois, le Reaper, qui, à la suite de l'extraction de l'image, tu peux extraire le registre. Les registres software, les registres système, tu peux Reaper, et puis ça te donne un truc plus compréhensible. Ouais. Un fichier TXT en forensique. On peut utiliser beaucoup d'outils, mais l'idée, c'est d'arriver à un résultat. Il faut recouper les informations. Ouais, en fait. Exact. Parce que peut-être tel outil peut-être n'est pas suffisant, tu utilises l'autre pour complémenter. Donc là, le cas d'une attaque, par exemple, où on a identifié que l'attaque provient d'une machine et qu'on a cette machine, on peut récupérer les registres. Au lieu d'utiliser simplement Axiom, j'utilise le RIP pour pouvoir relire ce qui a exactement le registre. Et j'utilise aussi Axiom pour essayer d'analyser. Et d'autres aussi, Autopsy, pour pouvoir analyser. Après, je produis un rapport. Ouais, un rapport, ok. Un rapport d'incident ou un rapport en général. Au final, c'est vraiment... Heureusement que vous avez tous ces outils quand même. Oui, c'est important. Il y a beaucoup d'outils, on fait des recherches, on teste, mais pour des cas très très sérieux, c'est bien d'utiliser des outils payants. Donc, il existe une norme ISO en cybersécurité. Donc, il y a la norme ISO 27701. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que tu connais de cette norme? Ouais. Bon, d'ailleurs, j'ai passé cette certification. Tu sais, c'est une certification? Oui, il y a une certification qui est délivrée par qui? Par des organismes, un organisme, par exemple PECB. Ok. Et tu sais, même le fraudeur a des droits. Ouais. Tu vois, on a tous des droits. Et il faut respecter aussi la vie privée. Donc tu nous disais tout à l'heure que tu avais réalisé un BTS et que ensuite tu avais fait un master en cybersécurité.
Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de ton expérience en banque, mais il faut maintenant qu'on revienne sur ton expérience académique. Oui, effectivement, la suite du BTS en développement d'applications, la licence en gestion informatique, j'ai dû faire un double master. Le premier en système réseau sécurité et le second master en management international pour avoir un peu la double casquette. Exactement, ne pas seulement être technique, mais avoir le flair du business, le management, la gestion et tout. Et tu nous as dit tout à l'heure que du coup, tu avais été directement embauché par la banque dans laquelle tu travailles. Oui, exact. Donc, pendant tes 7 ans d'expérience dans la banque, est-ce que tu as continué à te former? Oui, se former, oui, on a toujours besoin d'être à jour. Hein. Et, les attaquants se forment tout le temps. C'est vrai. Oui, ils sont hyper calés, tu vois. Donc nous aussi, c'est important, dans la gestion des tâches quotidiennes, c'est toujours important de se mettre à jour. Donc, il y a les certifications, j'ai eu à passer. T'en as passé beaucoup? Il y a beaucoup? pas mal. Oui, certains. Il y a d'autres même en cours hein, qui est déjà payé, que j'ai payé, que j'ai même pas encore fait. Ton entreprise te paye aussi les certifications? Oui, l'entreprise comme moi-même. Donc, tu as acquis 7 ans d'expérience en tant qu'analyste forensique dans une banque et en ce moment, tu reprends tes études donc depuis 1 mois à Nancy, aux mines. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dans quel cursus tu te trouves? Je suis dans un cursus master spécialisé, cybersécurité. Donc, un 3e master. Ouais, un 3e, ouais. Donc, un bac plus 6 d'ailleurs. Donc, c'est plus orienté sur cybersécurité, cyberdéfense, cyberattaque. Donc, ce master donnera beaucoup plus d'opportunités. D'ailleurs, une meilleure exposition d'ailleurs. Si c'est avec mon employeur, ça te permet d'avoir pas de problème, ou avec un autre. Voilà, ça donne beaucoup plus d'ouverture. Oui, et les professeurs sont des professeurs de grande renommée qui sont compétents, qui côté cryptographie par exemple, on apprend de bonnes choses, beaucoup de choses, de malware to engineering, il y a pas mal de choses. Et déjà l'école aussi est flexible, il y a quand même pas mal de flexibilité. Donc, j'aime bien, j'espère rapidement avoir ce diplôme et puis poursuivre mes projets. Donc, durant ces 7 ans d'expérience en entreprise, je me demande si tu as déjà eu envie de développer certains outils ou si tu as eu des idées, que tu as eu envie de mettre en place des projets, pourquoi pas. Donc, c'est important d'être sur des projets perso et monter une équipe un peu partout dans le monde. Donc, tu as eu envie de monter une équipe? Oui, un peu partout. Partout, oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font déjà, mais... Tu voulais monter une équipe de personnes qui travaillent en remote, quoi. En remote, forensique, investigation, et voilà un peu, oui. Donc, avoir un hub. Donc, un hub de personnes qui pouvaient communiquer, échanger sur différentes missions en forensique. Ouais. Mais là, c'est déjà en cours? C'est en cours, c'est en cours. Non, mais c'est super. J'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à mon expérience. C'est que moi, ça fait donc toi, tu es aux mines de Nancy, tu fais ton 3e master. Mais moi, j'entre seulement dans mon 1er master, tu vois. Et ça fait donc 1 an que je suis en école d'ingénieur. Et en 1 an, j'ai l'impression d'avoir déjà appris énormément de choses en informatique. Donc, c'est vrai que toi, j'arrive même pas à me représenter le savoir que tu as appris en 3 ans d'expérience, qui plus est. Et là, tu es en train de monter un projet avec des gens, donc je trouve ça très impressionnant. Merci. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire à la caméra? Là, déjà, je suis très content parce que votre émission, j'apprécie beaucoup. Les intervenants, je vois que c'est du lourd. Et j'encourage quand même à toujours faire mieux. Et à toujours, même si on est bien, on peut toujours faire mieux. Et je continuerai pas sur votre émission pour apprendre des intervenants. Et on va toujours apprendre. Super, merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aller voir nos précédentes vidéos si vous le souhaitez. On en a déjà fait 5 épisodes. Merci aussi à toi, Ariel, d'être venu chez nous. Tu étais vraiment un invité d'exception. Tu nous as apporté beaucoup de savoir. Et on espère que la vidéo te plaira quand elle sortira. Ouais, bien sûr. Et je serais ravi de revenir sur le plateau, peut-être. Avec plaisir. Là, peut-être à la suite du projet. Du projet. Évidemment, pour nous présenter le projet fini. Tout à fait. Pourquoi pas. Très bien. Et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.